Je m'appelle Julien Morissette. Bienvenue à la balado-diffusion du festival Twist, présenté par la boutique de laine Le Tricot, située dans le Vieux-Elmer. Dans le cadre du 7e festival de la fibre Twist à Saint-André-Avelin, la bande de Transistor a passé la journée du 18 août 2018 à rencontrer les artisanes et artisans du festival. Je vous invite donc à découvrir la passion qui anime Émilie et Paul du podcast du même nom, la teinturière Julie Asselin et l'entraîneur et éleveur de chiens Jean-Luc Chartrand. Commençons avec le duo Les Procrastiniteuses, un podcast animé par Tania et Camille. C'est l'animatrice Andrea Martel-Kreitz qui a rencontré tout ce beau monde. Camille et Tania, bienvenue, merci. Deux passionnés de tricot. Vous avez récemment lancé un podcast, Les Procrastiniteuses, avec un S parce qu'elles sont deux. C'est ça. Sympathique podcast où vous vous rencontrez, parler de tricot, échanger, où on peut vraiment développer une obsession et vouloir commencer à fabriquer un paquet de vêtements. Et attention, ça peut créer des obsessions. Comment se passe votre journée au festival? Est-ce que vous avez bossé votre budget? Ben en fait, en ce moment, on procrastine notre achat. On fait le tour comme 4 fois, puis après, une fois qu'on a tout vu... Mais Tania est venue hier. Oui, c'est ça, j'ai triché. Fait que j'étais pas supposée de venir hier, mais finalement, je suis venue, fait que j'ai fait des achats hier. J'étais bien fière parce que je restais à mon budget, mais bon, je sais pas, il reste aujourd'hui encore. Aujourd'hui, il est encore là. Aujourd'hui, ça se peut que ça se passe mal. Il y a des chances. Ouais. Ça a l'air que hier, c'était vraiment très, 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 très intense. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et toutes les personnes qui voulaient s'assurer d'avoir le produit qu'ils voulaient étaient là. Oui, il y avait vraiment pas mal de monde, mais... Tu t'es pas battue? Non, je me suis pas battue. Je suis pas du genre à me battre de toute façon non plus. Mais non, ça se passe quand même bien parce que les kiosques sont quand même grands, ça se répartit un peu, puis c'est pas si pire. Dis-moi, les filles, comment c'est venu l'idée du podcast? Parce que là, vous êtes à 4 épisodes. Ouais. Fait que c'est quand même récent. Ben en fait, parce qu'on les deux, on écoutait des podcasts chacun de notre bord, puis à un moment donné, on tricotait ensemble, puis on parlait des podcasts qu'on écoutait. Puis on a comme juste eu un eye contact qui voulait tout dire. Tu sais, on parlait « Ah, moi, j'écoute celle-là, nanana. » Puis là, on se regarde, puis on dit Ça te tente-tu? Oui, là, un podcast. Bon, il y avait aussi du jus qui dégêne qui était impliqué dans la décision. Bon. Le jus qui dégêne est quand même un élément essentiel au podcast. Comme on peut voir. Et voilà. Cheers. Cheers. Un bon jus qui dégêne. Il est 11h. Oups. Mais c'est quand même pas évident de se lancer à se filmer, puis à parler à des gens qu'on connaît pas, puis là, tu te vois te filmer, tu sais, entre... c'est quand même... ça peut être quand même si évident que ça au début, tu sais, de faire « OK, bon, Mais c'est surtout que tu parles à des gens que tu connais pas, mais en fait, tu parles à rien. Comme, tu sais, on est chez nous avec un ordinateur. Dans le fond, on parle à l'ordinateur, fait que c'est comme un peu... T'as l'impression de parler au mur, puis tu dis, ben j'espère que le mur m'écoute. C'est un peu ça, c'est pas tant gênant de penser que le monde l'écoute, c'est plus quand tu le fais, tu parles à rien. C'est comme un peu bizarre. On a réussi à le faire avec un petit drink. C'est ça. Mais en même temps, ça c'est quand même... tu sais, il y a eu une adoption, disons, assez rapide. Après même 2 épisodes, vous aviez déjà 500 personnes qui vous suivaient. Tu sais, ça a été vraiment, vraiment rapide. J'imagine que savoir qu'il y a ces gens-là qui vous écoutent, ça doit vous aider maintenant. Tu sais, avec, plus ça va, là, on s'entend. Vous avez quand même 4 épisodes de fait, mais entre le premier et le 4e, déjà, vous semblez plus à l'aise. Oui, bien c'est sûr. On dirait que vu qu'on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est moins gênant de parler au mur parce qu'on sait que c'est pas un mur finalement. Donc, c'est ça, c'est des gens. Puis il y a aussi que plus ça va, plus qu'on se connaît nous aussi. Fait qu'on est de plus en plus à l'aise ensemble. Donc il y a ça aussi. Parce que ça fait pas si longtemps que vous vous connaissez. Non, on s'est rencontrés, je pense, en janvier ou en février de cette année. C'est juste qu'on s'est rencontrés, puis là, on s'est mis à tricoter beaucoup ensemble, puis ça a comme explosé parce que, on s'aime, là. Mais c'est ça, c'était comme un coup de cœur. C'était comme un coup de foot de tricot d'amis. Exactement. Fait que là, on s'est vu beaucoup, fait que là, c'est sûr qu'après, on avait une bonne chimie. Donc, mais même quand on a commencé le premier épisode, on se connaissait quand même bien, on avait tricoté quelques fois ensemble et tout, mais on n'était pas encore super intense, mais au fil du temps, on s'aime, fait qu'on se voit souvent. C'est le fun. On est devenus intenses avec le temps. Oui, c'est ça. Puis est-ce que faire le podcast, ça vous a amené à changer un peu votre façon d'aborder le tricot? Veux-tu y aller, Tania, pour commencer? Oui. C'est sûr que comme quand
quand je choisis mes projets, maintenant, je fais un peu plus attention à ce que je vais faire. T'sais, avant, ça me dérangeait pas de faire 4 châles de suite. Maintenant, je fais comme, ben là, j'ai déjà montré ça, je vais passer à d'autres choses. Ça me motive aussi. J'ai de la misère un peu avec les mères de Jersey, mais là, ça me motive parce que je me dis, au prochain podcast, il faut que je montre quelque chose. J'ai fait un épisode où j'avais pas de projet fini, puis j'avais un petit peu honte, fait que je veux plus refaire ça. Ben moi, j'ai pas l'impression que ça a changé mon tricot tant que ça. C'est juste plus le fun parce que je peux montrer ce que je fais, mais j'ai l'impression que je reste pas mal dans ce que j'aurais fait avant parce que je sais pas, on dirait que quand je tricote, je veux pas, tu sais, je vais vraiment avec ce qui me tente, puis j'ai quand même pas l'impression que ça a changé tant que ça. La seule chose qui a changé, c'est que c'est le fun parce que quand j'écris un patron, ben ça me fait comme, tu sais, des gens à qui le montrer, là, dire, regardez, je vais faire ça, puis il va sortir éventuellement. Donc ça, c'est cool aussi. Mais tu sais, je pense pas que ça a changé non plus ma façon de tricoter ou mon rapport au tricot. C'est plus peut-être l'ordre dans lequel j'aurais fait les projets qui se modifie un peu. Mais c'est motivant, en tout cas. Puis est-ce que vous tricotez depuis comme toujours? Non. Non, même ben pas. en fait, j'ai appris à tricoter au secondaire. En fait, avant ça, je crochetais des tucs, j'étais bien là-dessus, mais je faisais pas de patron, je faisais juste inventer un petit peu au fur et à mesure. Secondaire, même chose, mais au tricot. J'avais fait comme un foulard ou des choses comme ça. Mais il y a à peu près 2 ans, là, je suis retombée dans le tricot en tombant en amour avec la laine à la maison tricotée. Je me suis rendu compte que c'était donc bien le fun tricoter, pas de l'acrylique. Fait que là, je suis devenue complètement folle. Fait que là, ça fait 2 ans que je tricote 1000 heures par jour, là, parce que j'arrête plus, là. C'est une passion. Moi, j'avais essayé de commencer à tricoter comme 2009, quelque chose comme ça, puis ça l'a pas collé. J'étais toute seule chez nous, puis ça marchait pas. J'ai laissé ça de côté, puis à un moment donné, j'ai repris ça avec mes colocs avec qui j'habitais à ce moment-là, puis ça l'a décollé en flèche, puis à partir de ce moment-là, c'est ça. Moi aussi, je tricote tout le temps. Ben moi, ça me surprend parce que quand je vous écoute, tu sais, j'ai l'impression que vous êtes là des pros, puis vous utilisiez plein de termes que moi, je n'avais pas vraiment été en contact avec dans ma vie. Fait que je suis allée faire beaucoup de recherches pour m'assurer que je comprenais qu'est-ce que ça voulait dire du fingering, puis d'autres affaires comme ça. Puis, mais c'est correct. Mais c'est de la laine. C'est de la laine. Là, je les écoutais genre, OK, du fingering. Mais quand vous me dites ça, je me dis, OK, ben dans le fond, c'est accessible. Là. Ça veut dire que je peux me rendre à quelque chose de comme ce que vous montrez en pas si longtemps si je me mets à être vraiment assidue. Mais moi, ce qui me fascine vraiment, là, c'est à quel point ça a monté vite. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez les bonnes personnes? Honnêtement, vous êtes trop sympathique. Même nous, on regardait ça monter, puis on était comme, ben je comprends pas. Il y a probablement un gros facteur chance aussi de peut-être que en même temps, tu sais, je sais pas comment les algorithmes fonctionnent, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être été chanceuse aussi que tout d'un coup, hop, ça nous a boosté. Fait que là, après, vu qu'on était un peu boosté, ben là, les abonnés continuent de suivre. Mais ça l'a aussi à donner, tu sais, comme on connaissait Mélina, elle aussi a fait un podcast, Mélina Tricot, donc elle a parlé de nous. Après ça, Purlaine en ont parlé dans leur direct. Fait que, tu sais, tranquillement, tous ceux qui étaient déjà podcasteurs ou podcasteuses en ont parlé, puis là, ça l'a comme monté, puis ça l'a levé. Puis Émilie et Paul aussi. On les aime. Oui, mais c'est sûr que ça aide quand tu as déjà un podcast établi qui te mentionne. Les gens vont dire, ah, ben je m'en cherchais justement un autre, je vais aller voir. Puis là, finalement, ils trouvent qu'on n'est pas si pire que ça. Faut croire qu'on est sympathique. Puis en vous écoutant, vous parlez de d'autres podcasts aussi que moi, je suis allée voir ensuite pour mieux comprendre puis mieux connaître. Puis là, ben c'est comme une communauté finalement très serrée, en tout cas, qui s'entraide beaucoup. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de compétition. Non. Puis c'est aussi, tu sais, comme tu disais, on a l'air pro déjà rapidement, mais c'est un peu ça aussi, c'est les communautés, tu sais, sur Facebook, entre autres, il y a des groupes de tricot où on échange, on partage plein de choses, puis c'est là-dessus que j'ai appris le 90% de ce que je sais, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez le plus de faire le podcast? C'est de vous voir? Oui. Mais on se voit quand même entre les épisodes, là. Oui. Mais à chaque fois, on se dit tout le temps, à partir du moment qu'on se set une date, on se dit, OK, on va faire ça de telle date, puis là, t'es-tu dispo? Oui. Là, tout d'un coup, on a hâte. Fait que là, on essaie de penser, OK, je vais montrer ça. Puis là, oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le fun. Mais je pense que c'est ça. C'est la fébrilité d'être capable de le montrer à des gens, puis de savoir qu'il y a des gens qui l'écoutent, puis qui aiment ça, tu sais. C'est le fun. Puis la formule que vous utilisez, c'est quand même très naturel, tout ça. Est-ce que ça a été réfléchi ou vous avez décidé, bon, on le fait, puis la première fois, de la façon que vous l'avez fait, vous vous êtes bien senti? Comment? Ben, on y avait pensé un peu en se disant, on réinventera pas la roue, ça va être la même formule. On a fait ça, on est en train de faire ça, puis on va faire ça plus tard. C'était tout le temps un petit peu la même chose. La seule chose qu'on voulait rajouter, c'est nos vieux projets qu'on voulait montrer, parce que vu qu'on tricotait depuis un petit bout, on voulait quand même montrer nos belles affaires. Mais sinon, c'est vraiment, on s'est juste dit, on va faire à peu près ça.
Puis la seule chose qu'on a réfléchi, c'est qu'on s'est dit, on va racheter le segment de procrastination. Ouais. Puis on voulait dire, parce qu'on est les deux, on procrastine beaucoup dans la vie, donc on s'est dit, ben on va au moins racheter ce segment-là, puis ça va être propre à nous. Mais après, le reste est venu vraiment... tu sais, on a enregistré, puis là, on s'est mis... parce qu'au début des épisodes, il y a tout le temps des moments où on coupe, puis c'est un peu des niaiseries, mais c'est parce que le premier épisode, on était tellement pas à l'aise qu'on a coupé dans plein de choses. Fait que là, on s'est dit, bon, on va continuer comme ça. Puis après, ben, on a fait des jokes avec les emojis, puis là, on trouvait ça bien drôle. Fait qu'on a continué, tu sais, mais c'était pas... C'était vraiment... Nous, sur on fait le montant. Ensemble, puis on se trouve vraiment drôle, tu sais. Oui. Je pense qu'on se trouve plus drôle que ce que les gens me trouvent drôle, mais quand on fait le montage, on le réécoute, puis on est comme « Ah, c'est tellement drôle! » Vraiment. Dites-moi, en fait, Camille, je voulais parler un peu de tes patrons. Je sais que t'en fais pas tant que ça, mais dernièrement, tu sais, quand je fouillais un petit peu, j'ai comme trouvé le patron Suture. Oui, C'est j'avais quelque pas chose que... présentement. Ah, bon, et voilà! Je me suis dit que j'allais le parader un petit peu aujourd'hui. Quelle bonne idée. Ben oui. Mais oui, c'est quelque chose que j'avais commencé un petit peu au hasard l'an dernier. J'avais une idée en tête sur une tuque que je voulais faire. Je voulais une tuque avec des arbres puis un dégradé en arrière. Fait que j'avais juste acheté de la laine en fonction de ça. Puis je l'avais mis sur le groupe Facebook, le Vive la laine. Il y a beaucoup de monde dessus. Puis j'avais juste dit, regardez qu'est-ce que j'ai fait, je l'aime beaucoup. Puis là, les gens se sont mis à comme capoter. Je veux le patron, s'il vous plaît, en français. T'sais, tout le monde voulait vraiment le patron. Je me dis, ben là, je suis pas une designer, là, j'ai juste fait ça. Puis je me suis dit, je vais l'essayer. J'ai dit, je vais essayer de l'écrire. Puis là, apparemment, je savais pas à ce moment-là que des patrons, fallait que ça se fasse tester. Fait que j'ai même pas fait tester mon patron. YOLO! Je l'ai mis en ligne. YOLO, comme on dit. Puis finalement, il marchait. Oui, il marchait. Mais tu sais, c'est juste une tuque. Fait que c'était difficile de faire une erreur dans genre 2000 mailles. Puis ensuite, là c'est comme, ce patron-là, il a comme super bien pogné. Le monde capotait. Là, je veux faire la tuque à Alaska. Fait que là, mon chum m'arrêtait pas de me dire, fais-en d'autres. Lui, il voyait, tu sais, comme l'aspect business de ça. Tu sais, tout le monde. Puis là, je me disais, non, j'ai pas d'idée, j'ai rien. Quand je vais avoir une idée. Pas une vraie. Quand je vais avoir une idée, je vais le faire. Fait que là, finalement, l'idée m'est venue comme 1 an et quelques plus tard du Suture. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire un parallélogramme, un châle avec 3 couleurs, avec chacun comme son motif. Puis là, j'avais ça en tête. Fait que ça, je l'ai tricoté. Puis là, j'ai trouvé des testeuses. Puis là, j'ai dit, celui-là, au moins, je vais le faire tester. Puis je l'ai fait tester, celui-là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ça a comme débuté. Fait que là, j'ai eu le Suture, puis là, ensuite le Bellou. Puis là, ensuite, là, j'en ai un autre que j'ai terminé, que j'ai trouvé mes testeuses, mais que j'ai pas montré encore. Les gens ont vu un début sur mon Instagram, là, mais c'est ça. Fait que là, c'est sûr que là, ça me tente, mais je vais continuer à tricoter les patrons des autres parce que j'adore tricoter les patrons des autres. Il y a trop de beaux patrons qui existent pour que je fasse juste du design. Ça ne marcherait pas pour moi. J'ai vraiment besoin de tricoter autre chose. Ouais, donc, c'est comme un monde infini de possibilités. Ouais. Des fois, je me perds là-dedans. Là. Je regarde les patrons, je peux passer des heures, puis je me rends pas compte que ça fait genre 3 heures que je regarde les patrons. J'ai mis 200 dans mes favoris, puis je me dis... Page 121 du hot page, genre, rendu loin. Quand est-ce que je vais avoir le temps de tricoter Avez-vous tout des ça? designers préférés? Oui. Oui, Camille Descoteaux. Tellement fan. Mais quand les gens me disent ça, je dis, mon Dieu, j'ai juste 3 patrons à mon actif. Mais ils sont super beaux. Mais moi, j'adore Caitlin Hunter. Là, c'est super classique. Tout le monde la connaît, je sais. Mais à chaque fois qu'elle sort quelque chose, je capote. Puis des fois, je fais pas exprès. Je vois un patron, je me dis, oh my God, c'est tellement beau. Puis là, je le mets dans mes favoris. Puis là, je me dis, encore elle. Sans m'en rendre compte. Là. Puis sinon, Andrea Murray aussi, j'adore ses patrons. Sinon, j'ai pas essayé encore les patrons de Marie-Christine Lévesque, là, mais c'est à faire parce que je trouve ça vraiment beau ce qu'elle fait. Ils sont vraiment le fun à tricoter aussi. Les mêmes que Camille, pas mal, mais sinon, j'ai aussi un très gros crush sur Steven West. Puis, qui est très, 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 très coloré. Qui est vraiment très coloré, mais tu sais, il y a moyen de faire ces choses moins colorées, mais... Pas toi. Moi, oui, mais... Toi, t'en mets plus. Lui, je l'aime de même. Puis Suzanne Summers aussi, que j'aime énormément. Pour les mêmes raisons, elle aussi, elle est vraiment super colorée, puis elle fait beaucoup de brioche, puis c'est pas mal ce que je préfère tricoter. Donc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le podcast? Ben, que ça continue comme... On n'a pas de grosse ambition par rapport à ça, là. On a juste du fun, tu sais, c'est pas... On go with the flow, comme on dit. Ouais, go with the flow. Nous souhaiter juste que ça continue, que les gens ils se désabonnent pas, mettons. C'est mon plus gros souhait. Puis qu'on puisse continuer à faire ça pendant plein d'épisodes. Vraiment là. longtemps. On va continuer, là. On va continuer à en faire. On aime vraiment ça, donc... Idéalement, c'est que ça continue pareil. Merci les filles. Merci. C'était Tania et Camille du podcast Les Procrastiniteuses. On vous invite à les suivre sur YouTube et Instagram.
Je vous présente maintenant un homme fascinant qui partage sa passion pour les chiens de berger avec son épouse, Michel Côté. Andrea Martel-Kreitz rencontre Jean-Luc Chartrand. Jean-Luc Chartrand. Oui, bonjour. Tu es entraîneur et éleveur de chiens de berger avec ta conjointe Michel Côté depuis plus de 10 ans maintenant. Vous avez ensemble une bergerie, la bergerie de Falco. Comment est née cette passion des chiens, mais plus particulièrement encore des chiens de berger? Alors, la bergerie de Falco, on va tout de suite préciser que ce n'est pas une production ovine. On ne produit pas, on ne fait pas de lait, on ne vend pas d'agneaux. On a 44 brebis exclusivement pour entraîner des chiens de berger. Et cette passion-là est arrivée vraiment par hasard. On a déjà eu des moutons. On s'occupait de moutons dans les années 80 par plaisir. Et on n'avait pas vraiment de chiens pour travailler jusqu'en l'an 2000, où là, on s'est retrouvé avec un Border Collie. Alors, un Border Collie, les gens ne connaissent pas ça, c'est le petit chien noir et blanc dans Babe qui est pas très, très gentil, mais qui rassemble les moutons. Nous, on n'avait pas acheté un chien de berger, on n'avait plus de moutons, on avait 3 enfants, on était enseignante, moi enseignante, ma femme enseignante, et on se retrouve avec un chien qui est un chien de berger. Okay. Après 8 mois avec le chien, on avait tout montré ce qu'on montre à nos chiens d'habitude, la balle, le bâton, le frisbee, mais ce chien-là, il n'était pas tuable. Alors, après avoir fait de l'agilité, après avoir fait du ski joring, après avoir fait des randonnées en vélo, à pied, tout ce qui aurait dû normalement le fatiguer, il y a quelqu'un qui nous a dit « Va donc l'essayer sur mouton ». Alors, on était dans une compétition d'agilité et il y a une dame qui nous dit « Il y a un monsieur à Hudson, il y a des moutons, puis il y a des chiens comme ça ». OK. Alors, le principal problème de notre chien, c'est que tout ce qui bougeait l'intéressait, mais tout ce qui se sauvait, ça le dérangeait. OK. Alors, si mes filles partaient à courir... il allait avec. Il allait. Il voulait leur mordre les jarrets, les cuisses, pas les cuisses, mais les mollets pour les arrêter. L'autobus scolaire, quand les filles embarquaient dedans, il voulait partir puis arrêter l'autobus scolaire. Alors, quand on est arrivé sur Mouton, le monsieur, il avait des chiens détachés sur cette clôture. Puis là, tout le monde se jappait. J'ai dit, voyons, mon chien, il n'est pas élevé. Il va tous les manger. Il va les manger. Puis il va manger les moutons aussi du monsieur. Non, il s'est couché. Et là, il a commencé à danser. Moi, j'appelle ça danser. Mais il a commencé à balancer derrière les moutons sous les consignes de M. Smart. Fait que d'aller comme de droite à gauche. Il allait de droite à gauche. Il focusait toujours pour amener les moutons vers le berger, vers l'homme. Et à partir de là, après 15 minutes, le monsieur nous rapporte notre chien puis il dit « Vous avez un très, très bon chien. » Alors, à partir de là, on dit « Ça nous prend des moutons. » Mais on n'avait pas de moutons, on restait en forêt, en montagne. Vous étiez en ville ou... Non, Okay. on demeure à Prévost depuis 35-36 ans, mais on est dans la montagne. Alors, Okay. pas moyen d'avoir de moutons là. Alors, on a essayé de s'entraîner à Hudson pendant plusieurs années, jusqu'au moment où le monsieur a déménagé. Et là, on s'est mis à rechercher des champs pour avoir des moutons. L'endroit idéal. L'endroit idéal, c'est-à-dire des clôtures, une bergerie et le moins possible de coyotes, pardon. Oui. Parce qu'un chien de berger, c'est pas un chien gardien. Okay. Un chien de berger, celui-là, le Border Collie, les bergers australiens, ce sont des conducteurs de troupeaux. Alors, dans la production ovine, si on fait, par exemple, du lait de brebis, on va utiliser un chien pour amener les brebis sur le quai de traite. Okay. Alors ça, c'est très, très efficace. Parce qu'un chien va remplacer l'équivalent de 2 hommes facilement. Ça devient mes jambes. Quand moi, je fais l'éco-pâturage, alors juste un mot sur l'éco-pâturage. Oui, s'il vous plaît. J'ai une petite terre, une fermette de 15 arpents en champ. Et au lieu de passer de la machinerie pour tondre, faire le gazon, faire entretenir, j'envoie mes 44 brebis et ce sont elles qui remontent le champ parce que l'avantage de faire pâturer par des animaux, c'est qu'ils vont nettoyer, ils vont laisser repousser et là, on se rend compte qu'il y a des petites fleurs de sauvageonne que moi, je n'avais pas vues depuis une vingtaine d'années, de toutes sortes de couleurs qui repoussent. OK. Alors, c'est sûr que ça a de l'air fleur bleue comme ça a de l'air beau de parler d'éco-pâturage, c'est bien à la mode, mais je me sers des moutons pour entraîner des chiens et pour faire du gazon. Puis entretenir votre... Il entretient les 15 heures. Éventuellement, dans les années à venir, j'ai un projet d'éco-pâturage à proposer, d'où je viens à Prévost. On est à côté de Saint-Sauveur, à côté de Tremblant. Alors, sur les montagnes de ski alpin, oui. On pourrait rentrer une quarantaine de brebis, mais tout ce qu'il faut, c'est de convaincre les propriétaires et d'avoir une bonne gestion.
Pourquoi? Parce qu'on a du coyote comme ici à Saint-André-Avelin et il faut faire attention de la façon dont les brebis vont être logées, vont être entretenues, vont être abreuvées. Ouais. Tout ce que ça prend. Oui, pour que ça soit attirant pour les gens d'avoir ce genre de service, là, pour pas qu'il y ait l'impression que finalement, ça va créer du dommage ou qu'ils vont avoir un extra de travail pour entretenir les... Exactement. Pour pas, leur faire penser que les moutons vont enlever des emplois, mais vont aller à des endroits où la machinerie n'est pas toujours utile. Mais ça, c'est plus au niveau de projet. Alors, Bergerie de Falco, depuis une quinzaine d'années, ce qu'on a surtout fait, là, notre principal but, c'est de recevoir monsieur, madame, tout le monde qui ont acheté un chien de berger. Et avec le chien de berger, ils ont l'occasion de l'essayer sur mouton. Exactement ce que nous, on aurait aimé avoir en 2000 avec notre premier Border Collie. Alors, on a ce service-là et à partir du moment où les gens voient leur chien sur mouton, ils comprennent, OK, c'est pour ça qu'il courait après mes enfants ou qu'il courait après le 4 roues. C'est pour ça qu'il est toujours là en train de me regarder à vouloir savoir qu'est-ce que je fais. Le chien a enfin un travail, là. Il sent utile, là. Ces chiens-là travaillent toujours. Même s'ils n'ont pas été amenés sur mouton, dès qu'ils sont avec toi, le Border Collie, le berger australien, il est là puis il veut savoir qu'est-ce que tu fais. Il y en a certains pour qui le frisbee, la balle, l'agilité, ça va être suffisant. Mais il y en a qui ont un petit peu plus je vous dirais, d'énergie. Et à partir de là, quand on les voit sur mouton, on comprend tout ce qui peut les exciter, tout ce qui peut les stimuler. Oui. Puis dis-moi, vous devez avoir... Donc, vous avez des gens qui viennent chez vous parce qu'ils ont des Border Collie, parce qu'ils ont des chiens de berger, puis ça leur permet de mieux entraîner leurs chiens, de comprendre un peu mieux ces chiens-là, de faire une meilleure équipe. Mais j'imagine qu'il y a aussi des gens qui vous approchent parce qu'ils cherchent des chiens de berger. Est-ce que vous vous élevez? Est-ce que... Nous, à la bergerie de Falco, on n'est pas vendeur, on ne produit pas les Border Collie. Alors, on ne prend même pas les Border Collie en rescue. OK, les chiens dont les gens essaient au lieu de le détruire, on va essayer de le remettre et de le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Les SPCA font ça et elles le font très bien. Nous, notre philosophie, c'est de travailler entre la relation du maître et de son chien. C'est le seul endroit où on peut arriver. Souvent, des gens vont nous arriver avec un chien qui est médicamenté. Le vétérinaire va donner des médicaments parce que le chien est trop anxieux, le chien est trop énervé. À un moment donné, le mouton devient son médicament. Parce que le chien travaille tellement bien, le chien est tellement focusé dans son travail que le maître comprend que, pardon, il m'écoute. Je lui dis de se coucher, il n'a pas pris son médicament, il se couche. C'est sûr, se coucher sur un troupeau, pour lui, c'est une commande qui a du sens parce que les moutons sont en sécurité, son maître les comprend. Mais attention, les gens n'ont pas besoin d'acheter de moutons. Les gens ont juste besoin de comprendre comment leur chien fonctionne. Et après un test d'instinct, ça se fait entre 5 et 10 rencontres pour être capable d'en faire une activité qui devient de plus en plus populaire. Wow. Parce que si on regarde au Québec, on n'a pas encore de réseau de compétition. Ça aussi, c'est quelque chose qui est dans les projets à venir. Mais quand on parle de compétition, une vraie compétition de Border Collie, comme il y a en Ontario, comme il y a en Nouvelle-Angleterre, comme il y avait à Kingston la semaine dernière, c'est vraiment c'est comme la Ligue nationale, là, si on veut. C'est la crème de la crème, là. Exactement. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est probablement faire des compétitions fermières. Aujourd'hui, ici au festival, dans les démos, vous pouvez voir des gens qui étaient des élèves, mais qui sont devenus des amis. Et ce qu'on cherche, c'est pas un chien qui est performant, un chien qui va être super dressé. Nos chiens ont de l'air de ça parce qu'ils travaillent quotidiennement. Mais c'est leur instinct d'abord qui a été bien développé. C'est de comprendre leur instinct. Alors, à partir de là, les gens sont en mesure de développer une autre relation et ils comprennent davantage pourquoi mon chien est toujours en train d'avoir de l'air anxieux et comment je peux alimenter ça, comment je peux arriver à répondre à ça. Puis, ça prend comme combien de moutons pour avoir besoin d'un chien? Tu sais, c'est... OK. Une très, très bonne question. Un troupeau, c'est 3 moutons. Okay. À 1, c'est à 1, on est capable de gérer. À 2, oui. Oui, habituellement, ça devient comme un animal de compagnie. À 2, c'est la même chose. Mais rendu à 3, les moutons peuvent se sauver. Et comme le mouton est un animal grégaire, il cherche à se regrouper, c'est là que l'intervention du chien, par sa présence, par ses yeux, par son comportement, sans aboiement, va ramener les moutons à être ensemble. Et là, à ce moment-là, tu peux les transporter, les amener où tu veux.
je dis transporter, mais les conduire d'une clôture à l'autre ou d'un parc à l'autre ou dans la remorque ou de l'autre côté du champ. Puis un chien, ça peut conduire combien de moutons? Un border collie entraîné, là, disons à partir de 3-4 ans, va être capable de mener un 300 moutons. Alors, 300 moutons, même si les moutons n'ont jamais vu de chien, au départ, c'est sûr que ça va demander une prise en charge du troupeau, mais dès que le troupeau va se mettre à bouger. Sauf qu'un chien qui travaille quotidiennement avec 300 moutons, les moutons vont arriver le chien et tout de suite, OK, on s'en va pour la tonte. Ah, OK, on s'en va pour le troisième champ pendant qu'on va faire le fumier dans le premier champ. Mais ici au Canada... C'est docile comme ça, là. Ah, ben oui, parce que les moutons, eux, ce sont des proies qui sont tout à fait en sécurité quand on leur donne ce qu'elles ont besoin, de l'eau, du foin, un peu de grain, puis beaucoup d'amour. Oui, parce que ça, vous en donnez beaucoup, là. Vous aimez tellement ça paraît, là. Bon, ben t'es bien gentille, mais disons que les moutons, c'est ma deuxième carrière. Sauf que là, je suis avec ma barbe, tout ça, on est rendus grands-parents, ma femme et moi. Mais nos moutons, c'est comment je vous dirais, c'est notre famille. C'est notre famille actuelle, à la bergerie. Vous me disiez que c'était votre projet de retraite, là, vraiment, là. Oui, moi, je suis un enseignant. J'ai fait 36 ans d'enseignement jusqu'au mois de juin dernier. Et la semaine prochaine, les écoles recommencent. Pour cet été, c'est un été normal, mais la semaine prochaine, quand tout le monde va repartir, puis que moi, je vais être en train de faire des clôtures là, pour les champs d'entraînement à la bergerie, là, je vais probablement réaliser que j'ai fait un bon choix de pouvoir passer les prochaines années avec ces petits animaux-là, mes chiens puis mon épouse. Ah, c'est vraiment beau. Merci beaucoup. Oui, bien, c'est moi qui te remercie, André. Non, ça a été vraiment plaisant. Merci beaucoup. Ça a été une belle rencontre. Pour en savoir plus sur les activités, ateliers et événements organisés par Jean-Luc et Michel, visitez le site de la Bergerie de Falco, labergeriedefalco.ca. Les entrevues que vous entendez ont été présentées devant le public au Festival Twist, à bord de notre studio de radio mobile qui a des allures de food truck. Il y avait une foule devant nous pour notre entretien avec la teinturière Julie Asselin. Julie est ici avec un gros fan club, c'est vraiment le fun. Initialement, JF et toi, vous avez commencé ça. Toi, tu as commencé ça toute seule. Oui. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait, tu sais, dans le fond, je tricote, ça fait très longtemps, depuis que je suis toute petite, puis ça fait 7 ans que je teins de la laine, puis que JF est avec moi, ça fait 3 ans. Ouais. Vous avez quand même une belle visibilité. C'est que, tu sais, vous êtes reconnu dans le travail que vous faites. Maintenant, c'est plus un secret. On parle de Julie Asselin, les gens vous suivent. Quand tu es partie, là, quand tu dis OK, là, moi, je lâche, je fais plus de prothèse, là, parce que c'est ça que tu faisais au départ, là. OK, moi, je suis prothésiste, orthésiste. Là, j'aime la laine, ça fait longtemps que j'ai cette idée-là, je me lance. Pensais-tu vivre autant de succès, tu sais? Ben, je pense on pense jamais ça, là, mais dans le fond, c'est un peu... Le monde, il dit souvent ça, tu sais, tu te dis, j'aime ça, je teins de la laine, moi, je suis quelqu'un de passionné, des fois, peut-être un peu trop, là, je me lance dans un projet, j'y vais tout le temps comme à fond, puis, tu sais, je teins de la laine pour moi, là, j'en donne à mes amis, là, je me dis, j'en ai trop, tu sais, je veux en teindre d'autres, donc il faut que j'en achète d'autres, fait que je vais en vendre, puis dans le fond, tu sais, ça fait boule de neige comme ça, puis, tu sais, c'est avec les gens aussi qu'on a rencontré les places, tu sais, dans le fond, les magasins avec qui on a travaillé, qui a fait que ça l'a grandi, puis on est vraiment reconnaissant maintenant de pouvoir faire ça comme travail tout le temps. On dit merci à tout le monde de tricoter avec nos produits, qui fait que, tu sais, dans le fond, on peut faire ça comme travail ensemble. Ah, c'est vraiment beau. Tu sais, puis dans ma tête, quand j'imagine votre vie de teinturier, parce que là, on dit teigneuse, mais teigneur, ça passe pas trop. Teinturier, teinturier. J'ai comme, tu sais, une image un peu peut-être trop léchée, puis vraiment zen, puis vraiment trop influencée par Pinterest, tu sais, dans ma tête. Tu sais, est-ce que vos journées ont vraiment l'air de ça? Tu sais, je pense aussi, comme, tu sais, les réseaux sociaux, autant que ça a comme une grande importance dans le sens que, tu sais, on peut connecter avec tout le monde puis ça fait qu'on a une communauté plus grande. Aussi, tu sais, il y a tout ce phénomène-là, pas juste dans la laine ou dans le crafting, mais, tu sais, que dans le fond, que les réseaux sociaux, on voit juste les beaux côtés, tu sais, puis là, tu te dis, tout va toujours bien puis c'est vraiment merveilleux, mais nos journées sont vraiment dures. Et longues, j'imagine. Oui, ben, tu sais, il y a aussi, tu sais, il y a plein de challenges tout le temps, là, quand t'es... Tu sais, oui, on est créatif, on fait des affaires qu'on aime, puis tu sais, c'est le fun que une chance que, ben pas une chance, mais je veux dire, ton travail, c'est quelque chose que t'aimes. Tant mieux, parce que c'est vraiment dur. Fait que, tu sais, dans le fond, ça l'allège ça. Oui, on est content, puis je l'échangerai jamais, mais... Mais au final, la portion créativité, elle prend
c'est pas ça qui prend finalement le plus gros de vos journées, j'imagine. Quasiment là, pas, tu sais, c'est ça, parce que, dans le fond, quand on réfléchit à ça, tu sais, la teinture de la laine, là, c'est une petite partie. Oui, pour nous aussi, il y a le fait que, tu sais, on travaille avec des producteurs, puis des moulins, puis tout ça, puis on conçoit aussi les fils avec lesquels on travaille, fait que ça, c'est une partie créative. Mais, tu sais, il y a toute la partie aussi, tu sais, bon, ben là, tu sais, justement, le stock de laine, il faut qu'il arrive au bon temps, tu sais, faut gérer des inventaires, répondre à des courriels, s'assurer que tout va bien, tu sais, faire du shipping, remplir des boîtes, puis quand aussi... T'sais, avec tout ça, il faut que tu sois prête à faire n'importe quelle étape. Tu peux pas dire moi je ferais pas ça. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut qu'il parte, ça arrive, ça fait une now. Ouais, c'est ça. Peu importe quoi, c'est ça qu'on fait. C'est fantastique. Dis-moi, on parlait de réseaux sociaux entre les premières années où vous avez commencé, puis maintenant, c'est sûr qu'il y a eu un gros boom. Instagram a vraiment pris beaucoup de place. T'sais. Est-ce que tu vois qu'il y a eu un changement justement, tu sais, dans l'approche, puis est-ce que tu trouves que ça apporte? C'est quelque chose qui est comme important dans... C'est sûr, puis moi, mettons, comme nous, notre approche qu'on a, les réseaux sociaux, on se sert pas de ça, j'espère que ça transparaît, mais on s'en sert pas pour... moi, en tout cas, je le prends pas comme un outil de vente, là, puis dire, genre, regardez nos nouvelles affaires, puis on fait ça. Moi, notre but, quand on pose des choses puis qu'on partage des affaires, on aime le tricot, on aime qu'est-ce qu'on fait. Puis, dans le fond, c'est qu'on... Tu sais, quand on travaille, on pense aux gens qui tricotent avec nos laines. Moi, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on peut inspirer les gens? Puis, dans le fond, c'est ça qu'on veut faire. Tu sais, avec les réseaux sociaux, j'aime ça inspirer les gens. Puis là, on voit qu'est-ce que les gens font. Puis, t'sais, pour nous, la communauté, c'est super intéressant. Puis j'aime ça pouvoir jaser avec le monde puis connecter. Là, l'automne approche. Oui. J'imagine que ça doit être vraiment... quand je m'imagine, le monde du tricot, j'ai comme l'impression que l'automne, c'est comme la grosse saison. Oui. Je me trompe-tu? Mais, tu sais, dans le fond, ben pour nous, là, comment ça fonctionne. Moi, dans ma vie de tricoteuse, oui, l'automne, c'est une grosse saison parce que c'est... Tu sais, là, tu te dis, je veux porter toutes les chandails puis je veux faire toutes les affaires. Mais pour nous, mettons, pour l'entreprise, quand que c'est le gros temps, tu sais, dans le fond, c'est avant l'automne parce que quand c'est rendu l'automne, c'est déjà fini. C'est fini, là. Fait que c'est comme l'été qui est crazy. Puis là, à l'automne, ben dans le fond, c'est là qu'on enjoy tout le... Parce que là, tout le gros travail est fait. Là, c'est vous profitez de voir tout ça. Produits. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'un produit, avant d'être... quand vous pensez à créer un produit, c'est pas 3 mois d'avance, là. Non, mais c'est ça, comme je te disais. C'est long. Tu sais, nous, on a deux aspects. Mettons, comme quand on fait des laines, tu sais, d'avoir une idée d'un nouveau fil, tu sais, c'est 2-3 ans avant que le fil soit prêt, parce qu'on fait plusieurs samples, rechercher les producteurs, les fibres qu'on va utiliser, comment on va le faire, tout ça. Pour les couleurs, des fois, tu sais, des fois peut-être pas, mais tu sais, il y a certaines couleurs que ça peut être... C'est pas que c'est planifié un an d'avance, mais mettons, tu sais, on fait toujours des nouvelles choses, on essaie des nouvelles affaires, puis là, on va dire, ça, tu sais, ça va fitter plus avec qu'est-ce qu'on veut faire pour telle saison, puis des fois, ça on fait d'avance. Des fois, plus proche du temps, on rajoute des petites choses qu'on veut mettre là-dedans, mais pour que ça fonctionne bien, il faut être organisé. Fait que on pense à ça d'avance, Puis ça, c'est-tu quelque chose que vous avez appris? Oui. T'es-tu inné chez toi, cette organisation-là, planification, tu sais, pour pouvoir avoir... Fait que moi, dans le fond, tu sais, en tout cas, je pense que ça m'a sauvée, là, mais tu sais, quand t'es une personne créative, t'as souvent de la misère comme à placer tes affaires puis à mettre tes idées en ordre, puis c'est ça qui fait que t'es créatif. Mais merci papa. Mon père, il est très mathématique puis tout ça, puis j'ai ce côté-là aussi, fait une chance. Puis tu sais, pour la teinture, c'est très scientifique, mathématique, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que ça ça me sauve beaucoup dans cette affaire-là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, tu sais, c'est créatif, puis on fait des belles choses, puis tout ça, mais quand c'est ton travail, ben il faut aussi que tu sois comme vraiment organisé, puis comme je te disais, ben tu sais, je l'étais vraiment moins, puis là, t'as pas le choix de l'être, parce que sinon, ben comme c'est ça qui fait que tu trouves que c'est le fun. Oui. Tu sais, dans le fond, c'est d'être organisé qui fait que tu subis moins de pression puis tout ça. Fait que tu sais, c'est ça qui fait que c'est le fun. Ouais. Parce que la vie d'entrepreneur... c'est pas... l'idée d'être entrepreneur, puis là, quand tu le vis, après, on est ailleurs, là. On n'est pas t'es pas toujours dans du plaisir pur de faire « Ah oui, là, aujourd'hui, je fais quelque chose... » Tu sais,
c'est ça. 75% qui est dédié à des tâches connexes de gestion, tu sais. Puis je pense des fois, qu'on pense pas souvent à ça, tu sais, tu vas dire je fais des belles petites couleurs, tu sais, puis on tripe, puis oui, c'est vrai, puis c'est une partie de notre travail puis tout ça, mais il y a comme tellement d'autres choses qui viennent autour, puis comme je te disais, c'est que tu sais, si tu veux trouver ça le fun, faut pas que tu sois stressé, puis pour pas être stressé, faut que tu sois organisé. Fait que là, pour trouver vos produits, il y en a, vous êtes vraiment partout, là. Il y en Pas a, partout. pas partout, mais quand même. On peut vous trouver dans beaucoup de boutiques, pas juste au Québec. Oui, ben comme, tu sais, dans le fond, quand je réfléchis à ça, c'est que, tu sais, on n'a pas... Fait qu'on est encore une petite entreprise. Des fois, je trouve ça drôle parce que, tu sais, quand quelqu'un me dit ça, vous êtes partout, moi, je suis comme, mais on n'en fait pas tant que ça. Mais, tu sais, dans le fond, là, notre production est comme au maximum, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que, dans le fond, on travaille avec peu de gens, mais qui sont placés comme à des endroits stratégiques où... tu sais, dans d'autres pays. Fait que dans le fond, comme je pense que, tu sais, ça a peut-être l'air plus gros, mais c'est qu'en dans le fond, on est bien entouré, puis on travaille avec les bonnes personnes, on a eu comme les bonnes opportunités de travail, puis tout ça, puis c'est sûr que c'est le fun pour ça, parce que ça nous permet d'avoir une bonne visibilité. Ouais. Oui, puis en même temps, ben ça veut juste dire que vous avez comme trouvé la bonne recette pour être efficace, puis d'avoir la bonne quantité, mais de pas être non plus surchargé. Si tu me dis que tu sens pas que c'est tant que ça veut dire que vous avez comme trouvé une bonne façon d'organiser votre temps pour... Ouais, puis je pense aussi, tu sais, quand tu essaies de pas être trop chargé de travail, ben aussi, tu sais, ça fait un meilleur job, là. Faut pas, ça c'est sûr, là. Mais, il y a comme un moment où si t'as pas assez de gens versus... Je vais mettre un bémol. Pour être arrivé à ça, on a passé par des temps très difficiles, OK? Ça n'a pas toujours été de même. Non, j'imagine. Je connais peu d'entreprises qui vivent pas de... moments névralgiques, ça va moins bien, il faut qu'on fasse des choix, faut qu'on dise non. Ouais. Tu sais, ça, c'est difficile aussi comme entrepreneur. Mais ça fait vraiment du bien. Oui, parce qu'après ça, c'est difficile de le dire, mais après ça, tu es content finalement d'avoir dit non parce que, OK, je me suis respectée, puis peut-être, tu sais, c'est un pied un peu sur le frein, mais pour mieux revenir après, j'imagine aussi, là, mais c'est comme... Mais c'est aussi que, tu sais, dans le fond, c'est un souci aussi du travail bien fait, puis tout ça, parce que, Merci, Julie. Yay! On termine ce balado du Festival Twist avec Émilie et Paul, deux passionnés de tricot qui ont plus de 20 épisodes de podcast sur leur chaîne YouTube depuis 2 ans. Voici leur entretien avec Andrea Martel-Kreitz. Moi, je suis vraiment contente, les filles. J'avais hâte de vous rencontrer en chair et en os. Émilie, toi, t'es agente administrative de jour, mais une tricoteuse de soir et de fin de semaine. Tricoteuse de nuit. Quand elle travaille, elle pense à ça aussi. Ben, je tricote sur mon heure de dîner pendant mes pauses, là. Fait que tout le temps que je peux dédier à ce... Tu le fais. Passe-temps, je le fais. Ouais. Et Paul, toi, tu es illustratrice. Et tu teins aussi de la laine sous le nom de la compagnie Laine Urso Yarn & Co. Exact. Vous êtes toutes les deux mamans aussi. Oui. Puis j'ai comme cru comprendre que la maternité, ça a comme été un moment assez important dans la naissance de votre amitié. Oui, un petit peu, hein. En fait, c'est ça. On s'est rencontrés plus sur Instagram. C'est moi là, qui a fait les premiers pas. Je trouvais qu'elle faisait des beaux projets. Fait que c'est ça, je l'ai suivie. Puis, dans le fond, notre première rencontre, ça a été la veille de mon accouchement de mon fils, qui est le plus jeune des deux, de mes 2 enfants. On est allé bruncher. Ça nous a comme resserré. Oui, c'est ça. On est allé bruncher, puis pendant le brunch, je me dis, me semble, je me sens bizarre, je sens que ça s'en vient, puis tout ça. Puis j'ai accouché dans la nuit, là, qu'on s'est rencontrés, fait que c'est ça. C'est un peu... C'est sûr aussi, veux pas, pendant les congés de maternité, il y a plus de temps pour tricoter, puis pour justement faire des nouvelles rencontres, aller avec le petit bébé dans la poussette, ou des choses comme ça. Oui, les premiers mois, c'est comme, des mois un peu... c'est ça. Dans ta bulle, là. Oui, exact. C'est ça, de regarder des podcasts ou de faire une nouvelle rencontre, ça t'aide à sortir de cette bulle-là aussi, que des fois, t'es un peu trop tout le temps à la maison, toute seule avec le bébé. Ça devient assez, je vais dire envahissant. Pas dans nécessairement un mauvais mot, mais c'est vrai que ça devient quand même... ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Aussi, c'est super prenant. Mais il y a quand même des longs moments que le bébé peut dormir dans un porte-bébé ou dans son lit, si t'es plus chanceux. Puis là, t'as du temps pour tricoter. En fait, le premier podcast qu'on a fait, Rufus est dans un porte-bébé, là. Il était pendant qu'on filmait. Pas content c'est ça. Chez moi, c'est ça, mais c'est ça. Fait qu'on on a profité de nos congés de maternité pour se voir vraiment plus, puis c'est ça. Ouais. Puis le podcast, il est arrivé comment, ce bébé-là?
En fait, je pense que c'est moi qui avais le goût d'en faire. Moi, j'avais commencé à en écouter pas longtemps avant. J'avais comme trouvé ça là, sur YouTube, comme « Oh mon Dieu, il y a des gens qui capotent autant que moi. » Qui sont aussi obsédés. Tu m'as donné des ils disent tous les détails. Ils en parlent pendant 1 heure. Je peux pas croire. C'est gratuit. Ils écoutent pendant 1 heure, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que là, je dis, mais moi, je serais pas à l'aise d'en faire un toute seule. Me semble, je manquerais de jus à un moment donné. Fait que là, pourquoi qu'on le fait pas ensemble? C'est tellement une bonne idée. Exact. Mais tu sais, c'est comme je te disais l'autre fois, tu sais, c'est tellement plus naturel pour nous parce qu'on on essaie de vraiment garder ça comme si on fait juste se parler ensemble, puis on essaie de pas trop parler comme à la caméra ou comme si c'était une émission, tu sais, c'est vraiment juste du placotage, puis ça plaît ou ça plaît pas, là. Puis la première fois que vous en avez fait un, vous vous êtes dit, OK, on va jaser, puis... Vous avez laissé ça venir, on avait tellement pas de plan, on n'a jamais pas vraiment réfléchi. Non, mais je pense que c'est ça qui est le fun, en fait, que ça soit comme... Tu sais, il y a des bons moments, dans le fond, tu sais, parce que je vous en ai écouté plusieurs, là, à un moment donné. Pour vrai, on devient comme accro, là. On a le goût d'en écouter plus, là. Ça souvent, fait c'est ce qu'on se fait dire par les gens qui commencent à nous écouter. « Hey, les filles, j'ai écouté ça en rafale, tous vos épisodes. » Mon Dieu, ça vous vient tanné de voir vraiment, tu sais, c'est le fun, mais en même temps, c'est comme, OK, on avait, c'est pas redondant, là. Je veux dire, on a tout le temps des bons sujets. Non, mais c'est ça, c'est le fun parce que tu vois où les projets s'en vont. Si il y avait un petit bug, l'épisode d'après, le petit bug, est-tu réglé ou il est pas revenu dans l'émission? C'est ça. On prend ou je l'ai jeté ou lui, je veux pas le voir encore. Puis, mais en même temps, à ce point-ci, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui vous connaît pas, il y a plus qu'une 20aine d'épisodes. Fait que pour les gens qui cherchent, tu sais, quand tu tombes sur quelque chose que t'aimes et que tu vas en écouter beaucoup, mais c'est fabuleux parce que là, pour vrai, il y a à peu près plus que 20 heures d'écoute potentielle. Oui, c'est ça. Et plus. Quand même. Bonne chance. pas seulement de tricot aussi. Là, de petites tranches de vie. De chialage. Plein de tranches de vie, en fait. Je pense que ça... J'ai l'impression que c'est une des parties importantes, en fait, de votre podcast. C'est ces tranches de vie-là. J'imagine, est-ce que les gens, ils vous en reparlent? Oui, je pense que oui. Puis je pense que ça ouvre à d'autres relations sur Internet aussi. Tu sais, des fois, il y a soit des jeunes mamans ou d'autres, tu sais, qui vont nous contacter s'il y a eu quelque chose qui leur a parlé plus. Ou, justement. Puis je pense que quand les gens nous disent qu'ils ont l'impression de nous connaître en vrai, c'est aussi parce qu'on compte plus d'anecdotes. Fait que c'est vrai qu'ils connaissent littéralement des morceaux de notre vie aussi. Là, ou qu'on se fait dire, mettons, je te comprends tellement, j'ai vécu la même situation. Puis, tu sais, on vient comme à se trouver des sujets, tu sais, des sujets communs, là. Oui, parce que, tu sais, il veut pas, il y a quand même beaucoup de monde il y a des petits côtés qui se... On aime ça donner notre grain de sel aussi, là, tu sais, des fois, on n'a pas les mêmes opinions, les deux, sur certains sujets. Souvent, on est souvent comme à l'opposé, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait la force de notre amitié aussi, là. C'est parce que notre opinion, on se complète. On s'entend super bien, puis on est comme vraiment différentes en même temps sur plein de choses. Je pense que c'est ça. Puis vous parlez quand même beaucoup des autres designers, puis des autres podcasts. Puis, vous mettez de l'avant des patrons, vous mettez de l'avant aussi des coups de cœur au niveau des couleurs, mais au niveau des laines que vous avez choisies puis utilisées. J'imagine que ça aussi, ça doit faire partie des bons et des mauvais côtés d'avoir un podcast, cette visibilité-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes à l'aise avec ou c'est quelque chose que vous avez essayé plus de pas trop... moi, honnêtement, ça me dérange pas. Non. Je veux dire, c'est le fun, justement. Là, tu sais, c'est pas... si à un moment donné, ça nous dérange, on va simplement arrêter, tu sais, mais... Moi, je pense que c'est tout le temps de trouver le juste milieu. Tu sais, comme je trouve qu'il y a certains podcasts, quand ils reçoivent beaucoup de choses, des fois, quand il y a... Je pense qu'aux États-Unis, il y a un plus gros... Il y a un plus gros marché, là. Il y a plus de gens, il y a plus d'abonnés. Je pense que quand tu viens en haut d'un certain nombre de 1000 d'abonnés, les gens reçoivent tellement de choses gratuites, puis ils passent une grosse portion du podcast à parler de ce qu'ils ont reçu gratuit, puis ils se sentent obligés d'en parler parce qu'ils ont reçu ça gratuitement. Moi, des fois, je trouve ça super plate à regarder parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que la personne a choisi, son coup de cœur à elle. Une grosse infopub que t'as pas le choix de regarder. C'est ça. Fait que, tu sais, ça me dérange pas. Tu sais, si on a reçu des choses en cadeau pour faire donner, c'est super cool. Ça nous fait plus de lot à donner. Mais en même temps, je voudrais pas que ça devienne une infopub. Fait que je pense que c'est juste un bon entre-deux à date. Quand on a des prix, les gens veulent avoir une petite pub, ils nous donnent des lots, ça leur fait une petite visibilité. Puis en même temps, nous, ce qu'on montre, ce qu'on a acheté, c'est nos coups de cœur vraiment. T'sais, ou même si on a reçu des choses en cadeau, des fois, c'est carrément parce que on a un coup de cœur pour une dyer, puis elle nous a contactés, puis elle nous a laissé choisir, ou elle nous a dit,
on C'est va des collaborations, c'est ça. ça devient quelque chose. Ça reste, tu sais, ça reste sincère. On se sent pas là, qu'on a été commandité puis qu'on n'est pas sûr puis il faut qu'on en parle quand même. Moi, je me sentirais pas à l'aise puis je suis contente que ce soit pas ça non plus. Là. Non. C'est comme juste Mais bon même au billet. Canada anglais, je pense que c'est tellement différent aussi, même aux États-Unis. Là, C'est peut-être pas la même, c'est pas la même vibe. Non, genre, c'est ça. Tu sais, j'en écoute là, des podcasts en anglais, là, mais c'est ça. Comme Paul dit, là, des fois, ça vient comme... ils sont fait donner ben du stock. Hein? On dirait c'est qu'ils long sont, aussi, tu sais, justement. c'est ça. Pas que de jalousie ou quoi que ce soit, mais je trouve ça, c'est ça. C'est moins... J'aimerais ça. Non, c'est moins intéressant à regarder. Tu sais, Ouais. on dirait que tu sais, j'ai le goût de voir tes projets. Puis, Qu'est-ce que tu as choisi, qu'est-ce que tu as trouvé. Puis, tu sais, aussi, des fois, quand les gens, ils ont... parce que C'est vraiment ça tu sais, que tu as choisi. Moi, j'aime ça même quand les gens... les fibres, là, tu sais, je veux dire, Ouais, à un les moment donné, fois, le 80-20, on l'a assez vu, là, tu sais, j'aime ça aller au-delà, là, tu sais, j'essaie de changer un peu, là, tu sais, c'était tellement pas moi, ça, avant, je tricotais tout le temps la même affaire. Fait que là, tu as vraiment une conscience de ce que tu utilises c'est aussi, ça, puis d'essayer exactement, d'aller puis je chercher choisis, d'autres j'essaie choses. d'aller un petit peu comme à l'extérieur, là, que Ouais. le monde font, là, tu sais, pour essayer de sortir un peu du cadre, là, parce que ça vient redondant, mais en même temps, tu sais, j'en ai, là, dans mon stash du 80-20, je vais le tricoter. Si les gens nous écoutent, tu sais, puis peut-être qu'ils ont bien hâte de voir tes bas, parce que Exactement, les autres tu sais, aussi, fait c'est que ce qu'ils aiment ça. faire. Ouais, exact. Puis, Paul, toi, bon, ben, tu teins de la laine. Ça, c'est arrivé... Ben, c'est arrivé un peu dans le même temps, justement, là, de ce moment-là, que je tricotais beaucoup. Puis, tu sais, je m'intéressais tout d'un coup, justement, à la laine teint à la main, puis au patron plus indie, là, tu sais. Ouais. Puis, j'avais eu ça en cadeau, un atelier pour aller apprendre à teindre avec de l'indigo. Puis, j'ai vraiment eu la piqûre, là. Avec Julie. Avec Julie. Avec Avec Julie. Julie Asselin, on l'a dit bonjour. C'est Hello, allô, Julie. Julie. Fait que on est les deux des grandes fans. Oui, c'est notre amie. Moi, je suis un peu moins grande, mais on est les deux des fans de... Ouais, c'est un peu moins Un peu moins grande. grandeur, mais je suis petite grande fan. Je suis sa petite Tout est grande dans ton fan. Oui, c'est ça. Fait que vraiment, tu sais, c'était super le fun. Puis, C'est tellement généreuse aussi, là. Ouais, c'est ça. J'imagine Ouais. que, tu sais, à... De son C'est ça, temps. ouais. Oui, puis des conseils aussi, là, je pense. Ouais. C'était un super atelier. Tu sais, je le conseille à n'importe qui là, pour le plaisir. Puis, tu sais, justement, moi, j'ai aimé ça. Puis, je me suis mis à en faire un peu pour le plaisir. Puis, là, finalement, tant qu'à en faire, je me disais, ben, je pourrais essayer de les vendre. Puis, tu sais, ça a été super bien. Ça s'est fait vraiment super organiquement. Puis, tu sais, j'ai pas eu l'impression de forcer aucune étape. Puis, tu sais, ça m'amène où ça m'amène. Puis, Exact. Puis ta boutique, toi, on peut te trouver sur Internet. Ouais. C'est principalement sur Etsy, dans ouais, le fond. mon c'est ça? site en ligne est sur Etsy. Puis, sinon, j'ai quelques boutiques, là, mais c'est surtout... Mais ça, c'est chouette aussi, Etsy. Ça permet quand même de pouvoir approvisionner ça de façon quand même À ton rythme. Ouais, tu sais, c'est parce ça. que les gens ont comme quand même l'habitude de voir que, À un moment OK, donné, tu tu sais, c'est pas grave faisais s'il en reste pas tu faisais tant. des shop updates. Puis, à un moment donné, elle avait tout le temps un petit quelque chose Ouais. dans sa boutique. C'est Je ça. pense que c'est vraiment de choisir ce que... Ouais. Là, c'est le fun Ton avec rythme. le festival, tu sais, t'as teint massivement. Ouais, vraiment. Donc là, tu vas avoir des updates Ouais, dans le ouais, Etsy. ouais, Ça c'est va être vraiment super. Pour les gens qui sont pas venus. Vends pas tout! C'est tellement beau, là. Les couleurs sont vraiment, vraiment Merci. belles. Là. Moi, je suis Moi tombée en aussi, amour je- avec... Je suis comme sa fan numéro 1. Moi, je me suis dit, je vais aller comme l'encourager. Je trouve ça trop beau. Merci beaucoup, les filles. Vous Hey, êtes merci. vraiment sympathiques. J'ai Merci. vraiment aimé ça. Oui, merci. beaucoup. Suivez Émilie et Paul sur Instagram et écoutez leurs épisodes sur leur chaîne YouTube Émilie et Paul. C'est ce qui met un terme au premier podcast du Festival de la Fibre Twist, présenté par la boutique de laine Le Tricot dans le Vieux-Elmer. Cette émission a été enregistrée devant public à Saint-André-Avelin au 7e Festival de la Fibre Twist. Merci à toute l'équipe du festival ainsi que les invités qui sont passés dans le camion de Transistor pour cet enregistrement. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous invite à écouter l'autre épisode du podcast du Festival Twist avec la directrice générale du festival Amélie Blanchard, Diana Walla, Lorraine Weston et la ferme Heritage Livestock Canada. Merci à Andrea Martel-Kreitz à l'animation et à Steven Boivin à la technique. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.